Il n'est pas très original de rappeler que l'informatique a révolutionné notre vie quotidienne. Des ordinateurs dont la puissance continue à croître exponentiellement suivant la fameuse loi de Moore font maintenant des calculs à la complexité inimaginable encore il y a quelques années. Des algorithmes sophistiqués sont effectués par des logiciels de plus en plus puissants comportant des nombres de lignes de calcul de plus en plus grands. Ces logiciels sont omniprésents dans des objets dont nous servons tous les jours dans notre vie quotidienne, depuis les téléphones portables, les cartes à puce, jusqu'aux appareils embarqués par nos voitures et nos avions, le GPS par exemple. Et ces logiciels, localisés dans tous ces objets qui nous sont familiers, échangent constamment des informations en se parlant à travers des réseaux informatiques qui forment une toile qui couvre maintenant toute la planète. Cette explosion phénoménale de données numériques, fournies par des logiciels pour être utilisées par d'autres logiciels, donne le vertige si on pense à la quantité d'informations qui se créent dans le monde à chaque instant et à la nécessité de s'assurer de la fiabilité du traitement de toutes ces données, souvent cruciales pour la sécurité de nos échanges économiques, quand ce n'est pas pour celle de notre vie elle-même. Que l'on songe par exemple aux conséquences d'un dysfonctionnement dans la communication entre deux logiciels assistant le pilotage d'un avion. L'informatique est ainsi devenue une science multiforme qui doit maîtriser et assurer le bon fonctionnement de systèmes interconnectés de plus en plus nombreux dont dépend notre vie quotidienne. À côté de ces aspects pratiques, l'informatique a une autre dimension moins visible du grand public, mais tout aussi essentielle, qui est de servir à la recherche fondamentale pour l'élucidation de problèmes de plus en plus complexes, aussi bien en mathématiques qu'en physique, en mécanique, en chimie, en astrophysique ou en biologie. Les simulations numériques sont devenues des outils indispensables dans toutes ces disciplines. La gestion des ensembles gigantesques de données accumulées par certaines expériences de physique, je pense au CERN, par les observations astronomiques de plus en plus complexes, ou encore dans les recherches en biologie, pour le décodage du génome, par exemple, appelle également des moyens informatiques de plus en plus puissants. L'omniprésence de l'informatique et ses relations étroites avec les autres sciences ne sont bien sûr pas passées inaperçues au Collège de France. Son motto est, comme vous le savez, d'enseigner toute chose, et comment, dans ce cas, ne pas enseigner cette science qui irrigue en quelque sorte toutes les autres. Dans une première démarche, en association avec l'INRIA, nous avons décidé de créer une chaire annuelle sur laquelle un spécialiste est invité à parler des problèmes liés à l'informatique. Ces cours annuels ont un grand succès et ont montré le besoin d'aller plus loin en créant une chaire permanente dédiée à l'informatique. Et c'est ainsi que nous inaugurons aujourd'hui la chaire intitulée « Algorithmes, machines et langages ». Gérard Berry, vous êtes la personne idéale pour occuper la première chaire pérenne dans cette discipline dans l'histoire de notre institution. Ancien élève de l'École polytechnique, vous avez été chercheur puis directeur de recherche à l'École des mines de Paris, tout en étant responsable de projets de recherche à l'INRIA de 1970 à 2001. De 2001 à 2008, vous avez été directeur scientifique de la société Esterel Technologies, créée pour exploiter les applications industrielles du langage de programmation Esterel, que vous avez vous-même mis au point avec vos collaborateurs. Vous avez reçu de nombreux prix, dont celui de la Fondation EADS, décerné par l'Académie des sciences. Vous êtes d'ailleurs devenu membre de cette académie, le second informaticien à y être reçu. Je n'évoquerai pas ici vos recherches, car cela deviendrait vite technique et dépasserait mes compétences. Je me contenterai de mentionner vos travaux sur le lambda calcul, la sémantique formelle des langages de programmation, la programmation parallèle en temps réel et la conception assistée par ordinateur de circuits intégrés. Je citerai enfin à nouveau le langage révolutionnaire de programmation synchrone Esterel, inspiré de l'automatique et destiné à des applications d'automatique. Ce langage a fait votre célébrité et le succès de la société Esterel Technologies que j'ai mentionné plus haut. Ce succès se mesure par les nombreux clients qu'elle a dans le monde, dans le domaine de l'aéronautique, des transports terrestres et des programmes nucléaires et spatiaux. C'est d'ailleurs en tant que fondateur de cette société que vous aviez été choisi pour occuper en 2007 la chaire annuelle d'innovation technologique Liliane Bettencourt. Vous êtes ensuite revenu en 2009 au Collège de France sur une autre chaire annuelle, celle d'informatique et sciences numériques déjà, et c'est donc à une troisième leçon inaugurale prononcée par vous, cette fois-ci pour inaugurer une chaire permanente, que nous allons avoir le plaisir d'assister. J'ignore si Ernest Renan a prononcé une seconde leçon inaugurale lorsqu'il a été réinstallé au collège après avoir été révoqué à la fin du Second Empire. Je sais par contre que Bergson en a prononcé 2 pour inaugurer les chaires de philosophie grecque et latine, puis celle de philosophie moderne qu'il a occupées successivement.
Quoi qu'il en soit, la leçon d'aujourd'hui vous donne l'occasion de battre largement dans ce décompte nos illustres prédécesseurs. Ce qui est beaucoup plus important, bien sûr, c'est que je suis certain que vous allez encore nous faire réfléchir et rêver sur la science informatique et les défis qu'elle pose à notre société et ceux qu'elle lui permet de relever. Merci. Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs présents et internautes que je salue, la création de cette chaire permanente est un grand événement, évidemment pour moi, mais peut-être surtout pour toute notre communauté informatique, parce que c'est la plus haute reconnaissance de la science informatique en tant que discipline autonome. Je remercie Pierre-Louis Lyons qui a porté cette création, Pierre Corvol, administrateur qui a présidé, et l'Assemblée des professeurs pour l'avoir décidée. En 2008, dans ma première leçon inaugurale, j'avais mentionné l'ampleur et la profondeur des bouleversements de l'informatique dans des tas de domaines, l'industrie, le commerce, les transports, la communication, les loisirs, etc. Dans les 5 années qui se sont écoulées, on a pu voir quelque chose que tout le monde savait à l'époque, c'est que ça allait beaucoup s'accélérer. On l'a vu à travers les nouveaux objets informatiques, les téléphones, ordinateurs, les tablettes, etc. On l'a vu à travers des changements de paradigme, les réseaux sociaux. On l'a vu à travers le cloud computing, le calcul sur le nuage qui change pas mal des façons de voir. On l'a vu beaucoup à travers la pénétration de l'informatique dans les sciences et dans la médecine, qui devient vraiment considérable dans toutes les sciences, y compris celles qui n'étaient pas mathématisées spécialement avant, et aussi dans les arts numériques. Et ça va continuer. Je reprends la même phrase, on n'en est qu'au début. On a vu aussi un glissement de vocabulaire avec le mot numérique qui tend à remplacer le mot d'informatique dans la plupart des discours. Ça s'est beaucoup vu cette année. Et on parle effectivement d'une espèce d'élargissement du champ en parlant d'économie numérique aussi bien que de photographie numérique. Alors moi, je ne parle pas d'économie numérique, c'est clair. Nous parlons d'informatique. Et l'informatique, c'est très simple, c'est le cœur du numérique. Dans tout ce qui est numérique, numérique, ça veut dire qu'il utilise l'information numérisée. Dans tout ce qui est numérique, au centre de ça, il y a la science informatique, la technique informatique et l'industrie informatique, bien entendu. Et c'est de ça qu'on va parler ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quel que soit le domaine d'application, parmi tous ces très nombreux domaines, l'informatique est la même. Elle ne change pas. Que même si les objets informatiques évoluent très très vite, grâce en particulier aux physiciens, c'est eux qui fabriquent la loi de Moore, ce n'est pas les informaticiens, encore qu'ils y participent par la conception assistée, même si les matériels changent très très vite, les concepts de l'informatique, eux, sont tout à fait stables et orientés autour de la pensée algorithmique. Ce n'est pas parce que le paysage informatique change que sa science évolue à la même vitesse. Elle évolue bien sûr, elle évolue beaucoup, mais elle a beaucoup de problèmes très durs qui sont résolus par les hommes et sur lesquels la loi de Moore est assez inopérante malheureusement, ou heureusement d'ailleurs. Alors on dit aussi souvent que l'informatique, tout ça, c'est des nouvelles technologies. Alors je voudrais vous démontrer qu'il faut absolument, qu'il est impératif d'arrêter ce terme, et la démonstration est extrêmement simple. Je vous présente Émilie. Donc Émilie a 2 ans, elle n'a pas l'air d'être effrayée par ce qu'elle manipule, et elle n'a pas l'air de considérer que c'est des nouvelles technologies. Et pourquoi ? Eh bien parce que ce n'est pas des nouvelles technologies, la machine qu'elle traite est plus vieille qu'elle. D'accord ? Et je voudrais donner un autre exemple très frappant, qui est une histoire vraie, d'une petite fille qui rentre chez elle et demande à sa maman, elle avait 10 ans, Maman, je ne comprends pas, tu m'as dit que quand tu étais petite, tu n'avais pas d'ordinateur, alors comment est-ce que tu faisais pour aller sur Internet ? Donc, les enfants ne sauront jamais que c'est des nouvelles technologies. En revanche, il faut leur apprendre les anciennes technologies à travers les vieux films, les musées, les cours d'histoire. Il ne faut pas raisonner sur l'informatique en fonction des gens qui ont dépassé un âge comme le mien, par exemple. Il faut raisonner en fonction de la population de demain. C'est extrêmement important. Pour Émilie, pour l'autre petite fille, il n'y a pas de différence fondamentale entre la mer, la montagne, le vélo, le chat et l'ordinateur. Ce sont des objets de la nature préexistante. Et ça pose une question extrêmement importante vis-à-vis d'eux, c'est l'enseignement de l'informatique. Ce qu'on va faire ici, mais ce n'est pas la même population. Il faut enseigner l'informatique aux enfants tôt et jusque tard,
À l'heure actuelle, un enfant commence à apprendre l'informatique dans le supérieur. Ce n'est pas raisonnable. Et dans l'enseignement, il y a eu beaucoup de progrès. Je précise, en 2008, j'avais terminé ma leçon inaugurale par une phrase assez sèche et que je revendique en disant « Du point de vue de l'enseignement d'informatique, la France rentre résolument dans le XXe siècle. » Je n'avais pas pensé à un bug, j'aime bien les bugs, c'est que certains journaux l'avaient recopié, rentre résolument dans le XXIe siècle. À un caractère près, ça ne dit pas la même chose. Ça a changé, heureusement. Par exemple, l'enseignement en informatique et sciences numériques a été introduit cette année à la dernière rentrée en enseignement de spécialité en terminale scientifique. Il va être étendu aux autres terminales et il a été développé en coopération entre les chercheurs, les professeurs et le ministère de l'Éducation nationale, ce qu'il faut évidemment continuer. Mais on entend quand même trop souvent parler en termes d'enseignement aux usages. Comment se servir d'un ordinateur, se servir d'un logiciel. Bon, c'est bien, c'est utile dans une certaine mesure pour combler ce qu'on appelle la fracture numérique, mais c'est très dangereux de se limiter à ça. Qu'est-ce que ça apprend? Ça apprend à nos jeunes à être consommateurs de ce qui est fabriqué ailleurs, en Asie ou aux États-Unis. Ça ne leur apprend en aucune façon à être créateurs. Le monde informatique est un immense monde de création, et ce n'est pas en apprenant à utiliser ce qu'ont fait les autres qu'on devient créateur. C'est en comprenant les fondements, c'est en comprenant la science, c'est en comprenant la technique. Il est indispensable que cet enseignement soit complètement rénové. Et nous y travaillons avec la Société informatique de France, qui rassemble désormais notre discipline. Et je tiens à souligner, avant d'attaquer la chair du sujet, que, si je puis dire, que le Royaume-Uni a fait quelque chose d'étonnant. La Royal Society a fait un rapport sur l'enseignement de l'informatique en 2010 qui avait un titre très simple, « Shut down or restart ». Et il parlait tout simplement de l'avenir du pays. À la suite de ce rapport, l'enseignement classique des usages, qui n'était pas très réussi, a été supprimé et remplacé par un enseignement d'informatique au lycée, de sciences informatiques mis à égalité avec les autres sciences au baccalauréat. Je pense qu'il faut réfléchir à comment en arriver là, et nous y travaillons. Revenons à la chaire maintenant. Pour moi, l'informatique se voit comme une discussion entre 5 domaines, 4 principaux et un qui est très important, qui est les interfaces. Les interfaces, c'est l'interface avec nous et le monde physique. C'est par là que les données sont fabriquées, que l'information, on devrait plutôt appeler données informatiques, puisqu'elle est numérisée en général, est ensuite manipulée conceptuellement par des algorithmes qui sont des objets conceptuels du même type que les nombres. Personne n'a jamais vu le nombre 2, mais tout le monde sait ce que c'est. Et les langages qui servent à écrire ces algorithmes sont extrêmement importants, j'en parlerai beaucoup. Et ensuite, ces langages sont traduits dans des langages plus simples que les machines informatiques savent exécuter, et elles nous donnent des retours. Tout ça est quelque chose d'extrêmement bouclé. Serge Haroche, dans son cours de mécanique quantique, explique que la mécanique quantique fabrique elle-même ses propres outils qui l'aident à fabriquer ses propres concepts. On a tout à fait la même chose ici. Les machines sont tellement extraordinairement complexes, avec leurs maintenant 3 milliards de transistors, que personne ne verra jamais ces transistors. Ils sont calculés par des algorithmes, écrits dans des langages et fabriqués eux-mêmes par des ordinateurs. Et c'est comme ça, et ça le restera. Et moi, ce qui m'intéresse, ma compétence, c'est pas ce qui m'intéresse, tout m'intéresse là-dedans, mais ma compétence est vraiment dans le triangle algorithme, machine, langage. Et c'est vrai que pour les données, par exemple, le cours de Serge Abitboul, que vous pouvez resuivre grâce à Internet, cette fantastique invention, en parlera bien plus que moi. Alors, je parlerai aussi toujours d'une de mes passions, si je puis dire, qui est les bugs. Et j'en montrerai de très beaux bugs au début de la prochaine leçon, il faudra venir. Et voilà. Et l'informatique a aussi une différence par rapport aux autres sciences, aux sciences naturelles. C'est que ce n'est pas une science d'observation de la nature. C'est pour ça qu'elle va beaucoup plus vite aussi. C'est qu'on n'a pas à comprendre des phénomènes comme en biologie, des phénomènes d'une complexité extrême, très durs à observer. Nous fabriquons le monde que nous observons. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il ne nous dépasse pas, mais on n'est pas dans le même degré de complexité d'observation. Et vous allez voir aussi, je voudrais vous le montrer, que c'est aussi quelquefois une science d'observation de nous-mêmes. Et je voudrais vous montrer ça aujourd'hui à travers des exemples très simples. Alors, le cours s'appelle Temps, événement et causalité. Il s'appelait Temps, événement, mais j'ai un peu rajouté causalité. J'en parlerai pas trop aujourd'hui, mais c'est central. Alors, pourquoi prendre ce titre? J'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, mais la gestion du temps et des événements est absolument essentielle dans les systèmes du XXIe siècle, et l'informatique classique en parle extrêmement peu. Si vous apprenez de l'informatique, du langage C, Java, n'importe quoi, vous apprendrez, tout ça c'est soigneusement mis sur le côté alors que ça sert partout. Alors je vais développer, dans tous mes cours, je vais développer ça sur 5 ou 6 domaines. Le premier, les systèmes embarqués temps réel, donc faire voler un avion, conduire une voiture,
vous savez que les voitures commencent à ne plus avoir de conducteur, ce qui n'est pas forcément idiot, parce que le conducteur est quand même le danger numéro un, mais ce n'est pas facile à faire. Hein. C'est pas facile à faire. Donc les systèmes embarqués temps réel, vous en manipulez de plus en plus, éventuellement sans le savoir. Les circuits et systèmes sur puce, on va voir qu'ils ont changé de façon majeure par rapport au XXe siècle. La simulation de systèmes physiques, monsieur l'administrateur en a parlé longuement, et c'est un domaine qui s'accroît de façon fantastique, c'est un domaine très difficile. Il est facile de faire semblant de simuler. Il est très difficile de simuler. L'orchestration de services web, sujet complètement différent. On a Internet et il y a des milliers de gens qui donnent des services. Google fournit des cartes, d'autres fournissent des messages, d'autres fournissent des traducteurs de langue à langue, d'autres fournissent des listes de musique. Et nous, ce qu'on essaie de faire en ce moment, c'est le projet de recherche sur lequel je travaille en ce moment, c'est d'utiliser tous ces services en tant que flemmard professionnel pour faire des choses extrêmement intéressantes en faisant le moins de choses possible. Et c'est très compliqué parce que tous ces services tombent en panne, ne marchent pas très bien, etc., ne répondent pas tout de suite. Voilà. Composition et interprétation musicale, sujet extrêmement différent. Et je vais en parler. Il se trouve que dans mes cours d'il y a 3 ans, il y avait dans la salle des gens que je vois toujours d'ailleurs et qui ont dit « mais c'est exactement ce qu'il nous faut pour faire de la musique ». Et donc on travaille depuis avec l'IRCAM et les technos qu'on a développés pour faire voler des avions servent à faire de la musique. Et puis je pense qu'il faut s'intéresser de près au temps et à la causalité dans les neurosciences, sujet que je cherche à aborder en ce moment, mais j'y vais doucement parce que c'est dur. Alors, vous savez, on parle souvent de pluridisciplinarité. Ici, la pluridisciplinarité, ces domaines sont extraordinairement différents, extrêmement différents, et vous allez voir que les notions qu'il faut pour les manipuler sont exactement les mêmes. Et ça, c'est très intéressant. Et puis, je les trouve tous intéressants personnellement. Alors, je vais vous en décrire très brièvement 3. Les systèmes embarqués. Donc, on a des comportements temporels événementiels. Dans votre voiture, le temps joue un grand rôle dans les algorithmes de conduite, mais vous appuyez sur le frein, vous mettez les phares, ça, ce sont des événements. Et l'essentiel du boulot, c'est quand même de faire marcher ces choses avec des événements et du temps. C'est l'essentiel du travail dans une automobile, et ce n'est pas ce qu'on apprend à l'école. Au XXe siècle, c'était assez simple. Dans une voiture, il y avait des freins. Le frein, c'est un système bien identifié. Il y avait la direction et la suspension. Ces systèmes étaient très indépendants les uns des autres. Ils ne se causaient pas beaucoup. Ils étaient assez bien compris grâce à la science automatique en particulier. Au XXIe siècle, c'est beaucoup plus compliqué. Les fonctions sont corrélées. Quand vous prenez un virage et que vous freinez dans le virage, il faut durcir la suspension. Ce n'est pas du tout évident. Hein. Il faut, c'est pas yaka, hein, c'est sérieux. Elles sont intégrées. De plus en plus, la voiture se gare toute seule. Hein, j'ai déjà dit ça ici. Mon rêve, c'est de dire à ma voiture, bon, ben, écoute, va te garer et reviens quand je te siffle. Elles sont couplées au GPS. Toutes les voitures se viennent connecter à Internet. Elles sont connectées au garage pour préparer leur réparation. Tout le monde n'est pas au courant de ça, mais c'est comme ça. Donc vous voyez, ça change de monde. Les circuits. Le XXe siècle, 1980, Motorola 68000, un des grands circuits de l'histoire, à peu près 68 000 transistors, une fonction, un langage machine simple, une horloge. Un circuit moderne, ce qu'on appelle un système sur puce, eh ben, celui-là, j'ai pris un petit, 680 millions de transistors, c'est juste pour avoir un multiple. Bientôt, ça va être 6,8 milliards, ce sera aussi un multiple. Et il y a énormément de fonctions, il y a beaucoup de morceaux, il y a des microprocesseurs, il y en a 4 dans un téléphone, microprocesseurs, mais il y a aussi des calculateurs de son, d'image, de vidéo, de tout ça, de radio, et c'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de fonctions, il y a beaucoup d'horloges, donc on va avoir des temps qui vont changer, des horloges qu'on ne peut pas synchroniser, on va voir ça. Et puis il y a quelque chose de très nouveau en termes de simulation, c'est qu'il est indispensable de simuler le circuit avant qu'il soit construit. Parce que dans un circuit comme ça, vous avez 10 millions de lignes de code, de logiciels. Il y a 10 millions de lignes de code de logiciels dans un téléphone, à peu près, ou plus. Et il faut absolument mettre au point le logiciel sans avoir le circuit. Et donc, il faut simuler le circuit. On ne simule pas, évidemment, 680 millions de transistors, on simule la fonctionnalité du circuit, et c'est un problème très largement ouvert et extrêmement intéressant. En musique, la musique traditionnelle que nous aimons tous et que nous avons raison de continuer à aimer, on a des partitions. Une partition, c'est une espèce de langage algorithmique bizarre. Hein. On va en reparler. Et puis, on a des interprètes qui jouent merveilleusement la partition. Au XXe siècle, s'est introduit l'électronique avec les producteurs de sons, les calculateurs de sons qui font des choses merveilleuses. L'IRCAM a été un des grands lieux de ça. Et elle avait un défaut pour les compositeurs, l'électronique, c'est qu'elle guidait, elle dirigeait les hommes. L'électronique jouait souvent avec l'humour d'un ordinateur, et les interprètes perdaient beaucoup de leur liberté d'interprétation.
À l'heure actuelle, en particulier avec le travail d'Archiaconte et des autres à l'IRCAM, eh bien, on sait faire du bidirectionnel, c'est-à-dire on sait analyser en temps réel comment les interprètes jouent, très finement, et pas sur du disco, sur de la musique arbitraire. Et on sait faire accorder l'ordinateur à la façon dont les hommes jouent, ce qui change tout dans le jeu. Et ça, nous aurons des séminaires là-dessus. Le dernier cours et le dernier séminaire avec Archiaconte et Philippe Manori, grands compositeurs, seront sur ce sujet-là. Et puis se pose une question maintenant. Une partition, c'est un langage, une espèce de langage algorithmique pour les hommes. Il y a des noirs, des blanches, il y a quelques annotations un peu bizarres du genre affectuoso ou ça. Et puis, mais pour un ordinateur, ça n'a aucune raison d'être comme ça, une partition. Une partition, ça doit être un algorithme. Et les compositeurs doivent travailler avec des algorithmes. Quel est le langage musical pour exprimer ces algorithmes? Une question largement ouverte et extrêmement intéressante, qui n'est pas très différente de celle qu'on étudie pour piloter les avions. Alors, tout ça, ça parle du temps et des événements. Et la première chose que je veux vous montrer, parce que c'est une de mes passions personnelles, c'est la langue. La langue du temps est merveilleuse. Elle est extrêmement fleurie, métaphorique et complètement inefficace. Nous sommes rigoureusement incapables de parler du temps, mais c'est adorable. Cette inefficacité est adorable. Donc, par exemple, quand on parle de la ligne des temps, on parle de la nuit des temps, le bon vieux temps que tout le monde connaît, le bon temps, qui était avant forcément, et jamais au grand jamais. J'adore le grand jamais. Il n'y a pas de petit jamais, il n'y a que des grands jamais. J'aime beaucoup. Mais c'est très agréable comme langue. Alors, ça se mesure en bout, le temps. Ça se mesure en bout de temps et en bon bout de temps quand c'est un peu plus grand. C'est très personnel. On dit de mon temps. Je prends mon temps. D'ailleurs, je prendrai mon temps pendant 1 heure pour cette leçon et votre temps. C'est très, très agricole. Il faut expliquer ça aux enfants modernes. Sur le champ. À tout bout de champ. Je ne sais pas si beaucoup d'enfants savent ce que veut dire à tout bout de champ. Se lever des potrons-minets, se coucher avec les poules, ça se dit encore. Et beaucoup de références sont de ce type. Si vous étudiez le langage du temps, ce que je fais personnellement, vous verrez beaucoup de références de ce type. Quand on parle de durée, il y a des phénomènes très étranges. Par exemple, pour parler des temps courts, on va dire d'un côté illico presto, puis de l'autre côté en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, qui est certainement l'expression la plus longue possible pour parler d'un temps court. On dit le temps passe vite. Alors ça, pour les physiciens, c'est un peu étonnant, parce que l'unité de la vitesse du passage du temps, surtout qu'on dit qu'il passe de plus en plus vite. Donc là, au niveau des unités, ce n'est pas vraiment simple. Et puis chez nous, dans le Sud, on dit, quand on a raté un train et qu'on attend le suivant, on a le temps de tuer un âne à coup de figue, ce que j'aime beaucoup en tant qu'expression. Mais si vous regardez bien la langue, elle ne dépasse jamais vraiment ce stade-là. Alors ce n'est pas tellement étonnant. Pourquoi ce n'est pas étonnant? Parce que c'est extrêmement récent, l'idée de mesurer le temps, de savoir mesurer le temps est très récente. Il faut se rappeler qu'avant, le temps, les heures, par exemple, il pouvait y avoir 12 heures entre le lever du coucher et le coucher du soleil chaque jour, ce qui fait que la longueur de l'heure changeait tous les jours, que 2 villages n'avaient pas la même heure. Alors il y a des contre-exemples. Voici quelque chose d'extraordinaire. Le Yantra Mandir à Jaipur, fait par le sultan de Jaipur. Vous avez dans le fond un cadran solaire de 27 mètres de haut. On le voit devant, les petits personnages vous donnent l'idée de la hauteur, et derrière les petits personnages, vous avez la grille de lecture en marbre poli, et ce cadran solaire est précis à la demi-seconde. C'est extraordinaire, enfin les bons jours. L'ombre se déplace de 1 mm par seconde. Donc c'est extrêmement précis, mais ça ne donne pas l'heure, parce que le soleil ne donne pas l'heure. Mais voilà, et je le dis parce que le sultanat de Jaipur est le premier endroit où le sultan a unifié l'heure de tous ses villages. Il a fait une synchronisation d'horloge au niveau de tous ces villages, ce qui n'est arrivé dans le reste du monde qu'avec le chemin de fer et le télégraphe. Et c'était un grand astronome qui avait décidé ça. Donc il y a quand même des gens qui savaient mesurer le temps, mais ce n'est pas portable. Alors, quand on parle du temps, en général, on parle de la flèche du temps. La flèche du temps, c'est sa propre vie, c'est clair. Il y a le passé, il y a le futur, puis il y a un truc entre les deux dont on ne sait jamais ce que c'est, parce qu'on n'arrive jamais à l'attraper, c'est le présent. Quand on dit vivre dans le présent, c'est une expression étonnante. Le présent n'ayant pas d'épaisseur, c'est difficile d'être dedans. Il y a des durées, comme 3 heures 15 minutes, et il y a des dates qu'on obtient en mettant un zéro. Alors, il ne faut pas croire qu'on met un zéro. La langue du temps n'est pas comme ça. Le zéro du temps, c'est le 0101 à 0100. On n'a pas encore tout à fait assimilé le zéro dans nos civilisations. Alors ça fait des tas de bugs informatiques rigolos d'ailleurs. C'est compliqué de comprendre le temps. J'adore l'expression de Philippe Guéluc. Dans le passé, il y avait plus de futur que maintenant. Elle est très intéressante parce qu'elle est à la fois évidemment vraie et évidemment fausse. Donc notre perception du temps est liée à nos vies et c'est difficile de s'en détacher. Et ça va être difficile de s'en détacher en programmation, vous allez voir ça.
Alors les mathématiciens, depuis longtemps, nous ont dit, c'est simple, il n'y a qu'à dire que le temps, c'est la droite réelle, on met un zéro où on veut, et puis une variable de temps, ça s'appelle t, c'est comme ça, un décalage de temps, ça s'appelle delta ou delta t quand c'est tout petit, et puis on parle d'intervalle ouvert et d'intervalle fermé. Et on fait beaucoup de choses avec ça, on fait toute la physique classique, et c'est extraordinairement utile, mais vous allez voir que pour nous, c'est très loin d'être suffisant. Il y a énormément de phénomènes dont on a besoin de parler qui ne vont pas être couverts par ça, et ça va nous servir beaucoup quand même. Alors, on parle aussi d'événements. Un événement, c'est quelque chose qui a un nom et qui va se passer à une certaine date. Alors, AB, et puis des fois, deux événements arrivent à la même date et on les appelle simultanés. D'accord, donc une notion que tout le monde connaît. On va voir qu'elles sont plus subtiles que ça. On peut aussi avoir une notion de temps discret. D'ailleurs, au fond, le temps est quand même discret parce que quand on mesure le temps, on le mesure toujours de façon discrète. On compte le temps. Donc, il a ces deux propriétés en même temps d'être continu et discret. Dès qu'on en parle, on est obligé de le discrétiser. Et puis, on va simplement avoir des n, n-1, n+1, etc., mais pour les événements de la simultanéité. Et puis, on peut ou ne pas, ce qu'on peut faire ou ne pas faire, c'est de reporter ces choses sur la droite réelle, donner des valeurs de date absolue au temps. On n'est pas forcé de le faire, on ne peut pas forcément le faire tout le temps. Ça va intervenir après. Il y a deux notions fondamentales pour le temps, c'est la précédence et la causalité. Celles-là sont incontournables. Précédence, ça veut dire arrive avant, quelle que soit l'échelle. Donc ici, c'est sur la droite réelle, et c'est transitif, évidemment. Ici, c'est sur la droite réelle, et puis voilà. Et on a aussi la causalité. Donc la causalité, c'est un événement en cause un autre. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, ça nous occupe énormément. Par exemple, débugger un programme, c'est essayer de comprendre les causalités. Alors, peut-être qu'on n'a pas les dates. Peut-être qu'on n'a même pas toutes les précédences. Quand on observe un système distribué, quand on observe un système réparti dans le monde, on connaît certaines dates, certaines précédences. Dans la grande panne d'électricité de 1989, il y avait les enregistrements dans chaque centrale très très précis, mais on n'a jamais su qui avait vraiment commencé parce qu'on ne savait pas relier les temps des différentes centrales. C'est comme ça. Et en informatique, c'est un problème hyper fréquent. Et alors la causalité, c'est différent. Par exemple, je discutais avec des amis qui font de la bioinformatique, et on a tendance, nous, à voir la causalité transitive. Si je fais A cause B, B cause C, alors A cause C. Ce n'est pas forcément vrai. Par exemple, il pleut, donc je prends mon parapluie, donc je suis sec. Déduction évidente. Si on dit que c'est transitif, on dit il pleut, donc je suis sec. Déduction qui n'est pas du tout. D'accord ? Donc il existe en fait plusieurs types de causalité. C'est un sujet qu'on va essayer de discuter ici. Il existe plusieurs types de causalité. Ce n'est pas tout bien compris. Je pense que les biologistes, les physiciens et les informaticiens n'ont pas forcément la même vision de ce que c'est. Alors la logique temporelle est un moyen de parler du temps qui s'abstrait des moyens mathématiques classiques. Par exemple, phrase classique, après la pluie, le beau temps. Donc ça s'écrit en mathématiques avec les outils que j'ai fournis jusqu'à maintenant. Pour tout t, pluie de t implique qu'il existe t' supérieur à t, beau temps de t'. Bon, ce n'est pas très facile à expliquer, et on sent que les variables t et t' ne jouent pas un rôle majeur là-dedans. Donc, on a inventé depuis pas mal de temps les logiques temporelles. Je citerai Amir Tueli, je citerai Joseph Sifakis, mais ça existait avant, ça existait avant avec les logiques modales, où on écrit des formules de ce type-là. Carré, pluie implique losange, beau temps. Ça veut dire, il est toujours... Alors, voilà comment ça se lit. Pluie et beau temps, ce sont des prédicats instantanés. C'est vrai ou c'est pas vrai à un moment donné. Et puis, carré, ça veut dire toujours. Donc, cette implication est toujours vraie. Et puis losange, ça veut dire un jour. Donc ça veut dire, il est toujours vrai que la pluie implique un jour le beau temps. Bon, alors ça s'écrit assez bien, ça se lit assez bien, sauf quand les formules deviennent compliquées, la logique temporelle, ça devient nettement plus dur, parce que parler du temps est dur. Et on peut se demander ce que c'est que cette implication, est-ce que c'est une cause, est-ce que la pluie cause le beau temps? On peut avoir plusieurs points de vue sur le sujet. Elle vide les nuages. Mais si on va voir un météorologue local, il dira oui, parce que quand la pluie s'arrête, derrière il y a le beau temps. Donc la pluie, mais si on va voir un climatologue, il va dire oh là là. Bien. Alors en fait, ce qu'on peut regarder qui est pour moi très important, c'est le debugging de programmes. L'histoire et la biologie scrutent les causalités à partir des précédentes. Dans beaucoup de sciences, on observe les précédentes et on cherche à en comprendre les causalités. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué. En physique, ils font des choses beaucoup plus compliquées, bien sûr, parce qu'ils ont en plus les corrélations, ils n'ont pas que les causalités, ils ont des tas d'autres choses. Bon, je simplifie, bien sûr, mais c'est pour montrer que les raisonnements qu'on va tenir ici sont assez pertinents dans des tas d'autres endroits. Alors, je voudrais montrer que ce n'est pas facile, la logique temporelle, on se trompe très facilement. Par exemple, voilà une très belle phrase, amour un jour, amour toujours. Donc, si vous prenez ce que je viens de vous dire, vous écrivez ça. Un jour, amour implique toujours l'amour. Eh bien, ça ne veut pas du tout dire la même chose.
Ça veut dire, si vous êtes amoureux un jour dans le futur, alors vous êtes amoureux toujours à partir de maintenant. C'est ce que cette phrase a dit. Il faut écrire un peu plus correctement, c'est autre chose, c'est un jour l'amour implique un jour toujours l'amour. Et là, on sent bien que, mais prendre ça au sérieux sur des vrais problèmes, pas sur celui-là, ça va être difficile. Et une des difficultés de la logique temporelle, c'est qu'on peut vraiment se battre sur des formules grandes comme ça pour savoir si elles disent ce qu'on veut ou pas. Donc on va savoir faire autre chose aussi. Donc vous voyez, le langage du temps, dès que vous mettez un tout petit peu de temps, oula, ça devient sérieux. Bien. Alors, le temps n'est pas forcément linéaire, il peut être conique, parce qu'en gros, on a notre passé jusqu'à maintenant et on va étudier l'avenir. Donc on va faire des phrases, sachant que j'ai déjà fait A, si je fais B, j'aurai C, mais si je fais D, j'aurai E. Ça, vous faites ça tous les jours. Donc là, les raisonnements linéaires, ça ne suffit plus, il faut faire d'autres logiques temporelles qu'on discutera en cours, ça s'appelle les logiques arborescences, qui sont nettement plus compliquées, mais c'est toujours pareil, on échange la complication de quelque chose contre son expressivité. Je ne vais pas vous le faire ici, la semaine prochaine, j'en parlerai. Et puis, il y a les gens qui regrettent toujours leur passé, qui ont un temps double conique, qui disent « Ah, si j'avais su, je n'aurais pas fait comme ça, parce qu'alors il se serait passé ça, etc. » On a souvent besoin d'analyser des phénomènes, par exemple pour essayer de comprendre pourquoi, pas seulement pourquoi quelque chose est tombé en panne, mais aussi comment on aurait pu le faire marcher. Et vous voyez, ce qui est curieux dans le temps, c'est qu'on finit toujours par dire par mettre notre esprit sur un instant présent. On a énormément de mal à saisir la globalité des phénomènes temporels. On va toujours, et ça je pense que c'est fondamental dans notre façon de voir le monde, on va toujours s'identifier à un instant présent. Bien, alors je voudrais maintenant passer à des choses un peu plus techniques, mais pas beaucoup, rassurez-vous, sur 4 points, pour montrer pourquoi le temps classique ne nous suffit pas, l'épaisseur de l'instant, l'échange temps-espace, 4 ça fait 5 d'ailleurs, l'horloge, mécanisme d'abstraction, le temps multiforme et le continu et le discret. Alors ça va être assez simple. L'épaisseur de l'instant. Quand on dit qu'un instant existe, n'a pas d'épaisseur, ça ne fonctionne pas pour beaucoup de choses. C'est logique en physique de dire ça, le temps passe, mais par exemple quand on dit Charlemagne a été couronné en l'an 800, il y a 2 façons de voir ça. La première, c'est en l'an 800, Charlemagne a été couronné, bon, puis les détails, on s'en fiche. Donc en l'an 800, c'est un événement qui n'a pas d'épaisseur. La deuxième façon, c'est celle pour les pauvres qui étaient au couronnement. Parce que ça n'a pas dû être si rigolo que ça. À mon avis, ça a duré très longtemps. D'accord ? Donc pour eux, le couronnement a été lieu en l'an 800, mais ça a pris un temps fou. Et ces deux façons de voir sont totalement justes. On a besoin de regarder le temps simultanément à plein de niveaux d'abstraction. Et c'est ça qui fait marcher l'informatique. On va le voir tout de suite. Voici un circuit additionneur 3 bits. Donc ici, vous mettez 0 ou 1, et là, vous sortez la somme et là, la retenue. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. C'est le seul exemple dont nous aurons besoin. Alors, on fait quoi ? Eh bien, on écrit ces formules-là. La somme, c'est le ou exclusif. Ou exclusif, ça veut dire A ou B est faux si les deux sont vrais. Et c'est le seul, c'est facile à voir, c'est le ou exclusif. Et la retenue, c'est la majorité. Il faut qu'il y en ait 2 sur 3 de vrais pour que la retenue soit vraie. Voilà, c'est tout. Donc on a 2 visions. On a un circuit électronique, là, avec des transistors, et puis on a des équations. Alors, voilà comment marche le circuit électronique avec des instants épais. Vous savez, la très belle expression française, l'espace d'un instant. Alors ici, on va commencer par mettre des valeurs. Alors rouge, c'est 1, et bleu, c'est 0, comme dans les fils électriques classiques. Donc on met... Alors, la seule chose que je vous demande, c'est de suivre les flèches. Donc on va regarder ce qui se passe. Les voltages A, c'est 1 volt, et B, c'est 0 volt. Ces voltages vont se propager dans les fils ensemble. Mais les fils ne sont pas forcément de la même longueur. Ensuite, les portes vont calculer leurs résultats, mais pas forcément ensemble. C'est-à-dire que le temps là-dedans va être très variable, il dépend de la température, du circuit, du jour, etc. Et par exemple, on va obtenir d'abord S vaut 0, puis après ce fil-là vaut 0, puis après ce fil-là vaut 1, et puis après ça suffit à dire que R vaut 1, alors que même qu'on n'a pas calculé un certain résultat intermédiaire qui finit par arriver. C'est comme ça que tous les circuits de la Terre pratiquement marchent. Bien, très bien. Donc on a calculé nos résultats en un certain temps. Et coup de chance, les électroniciens savent nous dire en quel certain temps. Ils savent nous dire ça a pris 0,97 nanosecondes. Parce qu'ils connaissent la physique qu'il y a derrière tout ça. Et pourquoi ils le savent ? Parce qu'on peut calculer le temps de pire pour chaque donnée, et comme le nombre de données est fini, on peut calculer le temps de pire pour tout. Alors, c'est des énormes calculs, mais c'est comme ça, on sait les faire, et voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le chemin critique, le chemin qui met le plus longtemps à se calculer. D'accord ? Et quand on vous dit votre machine, votre ordinateur tourne à 3 GHz,
Ça veut dire que son chemin critique est toujours calculé en un tiers de nanoseconde, c'est aussi simple que ça. Bon, donc on a fait une addition de 3 chiffres binaires pour en sortir 2, c'est déjà pas mal. Mais on peut la voir autrement, cette addition. On peut dire qu'après tout, il n'y a pas besoin d'un circuit, on n'a qu'à résoudre l'équation. J'ai qu'à mettre A vrai, B faux et C vrai dans l'équation, et je résous l'équation, je calcule SCR, il n'y a pas de temps là-dedans. Et ça, c'est ce que font les informaticiens. Les informaticiens raisonnent sans temps. Ils disent, nous avons cette équation à résoudre, eh bien nous savons la résoudre. Et les électroniciens, ce qu'ils font, c'est nous fournir une machine magique qui résout les équations pour nous, avec une certaine épaisseur de l'instant. Donc, si on attend le bon temps, les équations sont résolues. Donc, le circuit, c'est une machine vibratoire, parce que l'électricité est une vibration, qui va résoudre en un temps connu des équations sans temps. Et donc, ces deux points de vue sont fondamentaux. Et si vous essayez de comprendre la propagation des temps quand vous faites la conception d'un circuit, vous n'arriverez jamais à rien. Il est très fondamental, quand on fait la conception d'un circuit, de penser que le temps, c'est zéro. Et après, les électroniciens, fort heureusement, font le boulot. Enfin non, c'est un peu plus compliqué que ça, évidemment. Mais vous voyez, il y a ces deux unités de temps, une dans laquelle il se passe des tas de choses dans des ordres qu'on ne comprend pas, et l'autre magique, où le résultat est complètement déterministe et trivial. Alors, on va faire ça, on va faire des additions, on va jouer à l'addition. Donc, si on veut additionner plusieurs bits, on fait quoi? On fait l'addition de l'école, on va prendre la retenue des poids faibles qui sont là, on va la passer au premier étage, aux dizaines, aux centaines, etc. Ça nous fait un très joli circuit qui marche très bien, il a juste un défaut, c'est que son chemin critique est très très long, parce que la retenue la plus longue, elle va faire tout ça comme temps. Donc, si vous additionnez 128 bits, c'est 128 fois plus lent que d'additionner un bit. Ça ne va pas. Alors là, on va faire quelque chose d'extrêmement important. On va échanger l'espace et le temps. Donc on va dire, pour gagner du temps, on va prendre de la place et de l'énergie. On va augmenter l'énergie, augmenter l'espace pour diminuer le temps. Alors, ça c'est quelque chose qu'on va faire en cours la semaine prochaine, dans 2 semaines. Perdre de l'espace pour gagner du temps, et ce qu'on va faire, c'est dire le problème, c'est la propagation de retenue qui part du début pour aller à la fin. On va faire la dichotomie, c'est-à-dire la couper en deux, au milieu. Et donc on va faire trop de calculs. On va dire, au lieu de calculer A plus B, je vais calculer A plus B et A plus B plus 1 en même temps, en parallèle. Et il n'y en a qu'un des deux qui me servira. Alors qu'est-ce que je fais? Pour 2 n bits, je prends les poids faibles et je calcule à la fois A plus B plus 1. Mais en parallèle, pour les poids forts, donc sans attendre la retenue, je fais la même chose pour les poids forts. Et ensuite, je me dis, au moment où j'ai fini ces 2 calculs, je sais quelle est la retenue des poids faibles, je l'extrais, et je l'utilise pour choisir le bon de ces 2 calculs et jeter l'autre. Vous voyez, vous avez lancé 2 scribes, un qui fait A plus B, l'autre qui fait A plus B plus 1, puis à un moment, vous tapez sur la tête de l'un et vous félicitez l'autre. Et alors, qu'est-ce qui se passe si on fait ça? On fait la récurrence classique en informatique, et on obtient, après on ne prend que ces fils-là et on jette le reste, ça tombe tout seul, et on va obtenir un magnifique circuit. Alors, ce qu'on fait, le dogme, c'est parallélisme plus spéculation. On spécule sur 2 résultats possibles. Parallélisme plus spéculation implique accélération. Et dans le séminaire sur les microprocesseurs que nous aurons dans 2 semaines, vous verrez que c'est le secret. C'est pour ça, beaucoup pour ça, que les machines vont beaucoup plus vite qu'avant. Alors ça nous donne un circuit qui est très très beau, que je ne vous détaille pas, dû à von Neumann, pas tout jeune. Et lui, il est en log-n. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 64 pour 64 bits, il fait 6 pour 64 bits, ce qui est massivement différent. Alors, il y a beaucoup d'autres additionneurs, il faut plusieurs heures pour enseigner l'addition, et on va en voir un autre. Donc là, on a pris de l'espace pour gagner du temps, mais là, on va au contraire faire autre chose, on va mettre les nombres dans le temps au lieu de les mettre dans l'espace. On avait mis un fil par bit, et là, on va faire l'inverse, on va passer les bits un par un dans le temps, ce qu'on appelle l'arithmétique sérielle. Donc voilà l'idée ici. On a nos 2 bits d'entrée, un bit de sortie, et puis une retenue, et la retenue, ça, c'est une mémoire qui va la retarder de un coup. Alors, vous voyez, on va faire 1 plus 3. Ça, vous devriez connaître le résultat. On va vérifier que c'est juste. Alors, on met A et B à 1 d'abord. Donc, toujours suivre les flèches. Alors, on laisse passer le temps. Le temps avance. Pendant ce temps, les sorties de ce circuit vont se calculer. D'accord? S va valoir 0 et R va valoir 1. Le temps continue à avancer. Et là, on arrive au front de l'horloge. L'horloge, c'est cet objet-là qui produit un signal carré. Quand ce signal monte, c'est ça qu'on appelle le tic. Et au moment du tic, qu'est-ce qui se passe? On attend un tout petit peu. Alors, au moment du tic, déjà, on peut lire la sortie parce qu'on sait que c'est stabilisé. Donc, on lit 0. Ça, on peut le lire et l'écrire où on veut. Et puis, immédiatement après, la mémoire qui est là devient rouge. Elle prend la valeur de son fil d'entrée. Et puis, immédiatement après,
le temps avance encore un tout petit peu et le fil à la sortie de cette mémoire devient rouge. Ça s'appelle propager la retenue à l'instant suivant. Alors voilà, donc maintenant on met les nouvelles valeurs de A et B, donc A devient bleu, on fait avancer le temps et les sorties ne changent pas. Ah, et on a attendu pour voir qu'elles ne changent pas. Ben oui, ça c'est l'inconvénient de la méthode. Hein? On n'a rien fait, on a juste perdu du temps, mais c'est comme ça. Alors ensuite, on attend encore un peu, le tic arrive, on lit la sortie, le temps avance un peu, le registre reste rouge, sa sortie reste rouge, bon, il ne s'est rien passé, on a encore perdu du temps bêtement. Et puis là, 0, 0, donc on met A et B à 0. Ici, le temps avance, et puis comme la retenue était à 1, maintenant il se passe quelque chose, S devient 1 et R devient 0. Et puis le temps continue à avancer, et donc à ce moment-là, on prend la sortie, le registre devient tout bleu, un tout petit peu après, la sortie du registre devient tout bleu, on prend la valeur de l'entrée suivante, et là, S devient bleu, et là, il ne se passera plus jamais rien parce que tout le monde vaut 0, et on a fait notre addition. Alors, c'est exactement ça que fait un circuit électronique. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec ces petites fractions de temps pour fabriquer quoi? Une absence de temps. Il joue avec ces petites fractions de temps continu pour fabriquer des suites d'actions discrètes. Et ça, c'est le miracle des circuits synchrones. Inconvénient, de temps en temps, il ne se passe rien, et on se dit, ah zut, si j'avais su, j'aurais rien fait. J'aurais volé le temps, mais ça, on ne sait pas. Enfin, si on peut le savoir. Alors, un des grands intérêts de cette méthode, c'est qu'elle marche même quand le nombre de bits est infini, et que là, il y a une structure mathématique magnifique derrière qui s'appelle les nombres de Hadik. Et tout ce que je sais sur les circuits, pas tout, la moitié de ce que je sais sur les circuits, je le dois à Jean Vuillemin, qui est quelque part par là, et qui a beaucoup travaillé là-dessus, et je ferai un cours dans 2 fois spécial pour lui sur les nombres de Hadik. Alors, quelque chose de très intéressant avec les nombres de Hadik, par exemple, c'est la soustraction. Vous lisez dans les livres que si vous voulez soustraire 2 nombres ou les additionner, il faut rajouter des négations. Ça, c'est des négations. Il faut rajouter des négations là et là. Et si vous regardez ce qui se passe dans les bits, c'est très très compliqué. Alors que si vous connaissez un tout petit peu de Hadik, la preuve est exactement de 3 lignes. Je peux vous la faire tout de suite, mais en utilisant une relation fondamentale, B plus non B égale moins 1, qui est d'une très grande beauté. Faire des maths, même des maths pas très compliquées, de temps en temps, ça transforme des problèmes infernaux en problèmes triviaux. Il ne faut pas s'en priver. Alors l'addition, il y en a beaucoup des beaux additionneurs. Je vous en montre quelques-uns ici. Pipeline, Henry Ford, Stéréo, très joli, 2 par 2, un autre échange temps-espace. Celui-là est merveilleux, c'est une addition chinoise, qui est une addition sans retenue, qui sert à montrer qu'on peut faire la multiplication à peu près à la même vitesse que l'addition, ce qui est complètement non trivial. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire là? On vient de jouer entre 2 temps, le temps logique et le temps physique. D'accord? Le temps logique, c'est on fait semblant qu'il n'existe pas, le temps physique, et bien, il prend un certain temps, et ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de recouvrement entre les certains temps en question. Donc, toute l'industrie électronique est fondée là-dessus, mais pas que l'industrie électronique. Il y a d'autres méthodes. Il y a des gens qui ont dit, mais pourquoi l'horloge, c'est compliqué? On pourrait la supprimer, on pourrait faire des circuits sans horloge. On peut. Alors, on fait comme les métros. Vous savez, la signalisation, quand les métros sont trop près les uns des autres, on tire un feu rouge. Donc, au lieu d'avoir le temps, l'horloge qui règle, on enlève l'horloge et on met ce qu'on appelle un handshake, c'est-à-dire des mécanismes de signalisation, où on dit, t'es prêt? Allez, c'est bon, je t'envoie. Non, non, je ne suis pas prêt, ne m'envoie pas. J'aimerais bien tes données. Ah non, non, elles ne sont pas encore prêtes. Et ce mécanisme de signalisation permet de se passer d'horloge, et on obtient des circuits qui sont indépendants du temps, mais c'est très compliqué, et la conception assistée est beaucoup plus difficile, c'est pour ça que ça a moins de succès. Et nous verrons dans un séminaire quelque chose d'absolument formidable, c'est les circuits élastiques, une invention récente qui permet d'avoir des circuits dont la conception est totalement synchrone, la même qu'avant, mais qui deviennent intemporels, qui deviennent indépendants du temps, de façon invisible à l'utilisateur, parce qu'ils mélangent une couche synchrone, la même que dans les circuits d'addition que je vous ai montrés, et une couche asynchrone qui va en fait voler l'horloge, qui va faire semblant que l'horloge est devenue irrégulière. Et ces circuits-là sont absolument merveilleux. Ils ont des tas de propriétés extrêmement intéressantes. Ils ont la même CAO, mais ils sont insensibles au délai. Et je pense que c'est des circuits qui vont faire beaucoup de succès. Et nous aurons 2 séminaires sur ces circuits-là. Horloge multiple. Alors, dans les films de gangsters, on voit toujours les gangsters arriver et dire « synchronisons nos montres ». Alors, l'histoire dit toujours qu'il y en a un qui dit « il est midi moins 2 », l'autre dit « il est midi » et le chef dit « attendons 2 minutes ». Ce n'est pas comme ça qu'on fait pour synchroniser des montres. Dans les circuits, on ne peut pas synchroniser les horloges parce que les horloges battent extrêmement vite, les synchroniser serait très cher, on ne le fait pas.
Et donc on a le problème de dire j'ai deux zones d'horloge différentes, j'ai une horloge H à une fréquence quelconque, une horloge H' à une fréquence quelconque, pas du tout forcément multiple ni rien, et il faut passer une information d'un endroit à l'autre. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il y a un phénomène physique incontournable qui s'appelle la métastabilité. Vous voyez ici, j'ai le signal bleu qui arrive, qui a cette forme, c'est simplifié, des carrés, et puis vous avez l'horloge du marron. Alors, que fait l'horloge du marron? Elle dit la sortie du marron, c'est la valeur du bleu au moment du coup d'horloge, et ça reste pendant tout le coup suivant. Donc ça échantillonne et ça fixe le circuit. Donc après, ça trouve 1, ça trouve 0. Et puis ici, gros problème, le signal bleu change exactement en même temps que le fil d'horloge, et ce qui se passe à la sortie, c'est on ne sait pas. Et c'est un phénomène intrinsèque. Et ce phénomène intrinsèque, c'est le même que si vous tapez un ballon sur la colline, si vous tapez assez fort, il va de l'autre côté de la colline, et si vous avez la malchance de taper pile à la bonne force pour ça, il va s'arrêter en haut de la colline, et qu'est-ce qui va le faire tomber? Le vent, les vibrations, un tremblement de terre, on ne sait pas. C'est la même chose, il va tomber de n'importe quel côté. Ce phénomène est incontournable, et il est assez difficile à éviter. Et donc je ferai un cours l'année prochaine sur les circuits multi-horloges. Vous verrez que ça occupe vraiment, et surtout on peut faire faux très facilement. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut rajouter pour faire une transformation avec une probabilité extraordinairement grande. C'est jamais une probabilité extraordinairement grande. Il faut rajouter tout un tas de machins, et en fait ça fait que ça prend 13 cycles d'horloge dans le cas le pire pour passer une information d'un endroit à un autre. Ceux qui pensent qu'en mettant plusieurs horloges, on simplifie la vie, ils n'ont juste pas essayé. Et il y a un très joli papier de Rand Guinosar que nous étudierons, qui s'appelle 14 Ways to Fool Your Synchronizer, qui montre 14 méthodes pour améliorer cet algorithme et pourquoi elles sont toutes fausses. Et c'est un papier extrêmement intéressant. Bien, passons au temps multiforme. Je vous ai dit, le temps, ce n'est pas si simple. Eh bien, si vous allez courir dans votre exercice de demain matin sur un stade, eh bien, vous manipulez en fait beaucoup d'événements qui engendrent des temps différents. Par exemple, la seconde qui va engendrer l'heure et le matin. Bon, l'heure, c'est tous les jours pareil, le matin, non. Le mètre est un temps. Vous avancez, c'est exactement pareil de passer des mètres ou des secondes. Et le mètre va faire le tour de piste. Et puis vous allez faire des pas. Il n'y a pas de différence entre 10 secondes et 10 pas conceptuellement. Et puis vous allez avoir des battements de cœur. Et puis avec un peu de malchance, vous allez avoir des attaques cardiaques, ce qui est une relation un peu différente, parce que c'est qu'il n'y a pas de battement de cœur. Donc là, c'est un peu embêtant. Et tout ça, tous ces événements, on peut les voir comme générant des temps qui sont tous différents les uns des autres, mais qui travaillent à leur rythme. Et voilà SRL. Donc je vous montre le seul programme SRL vraiment intéressant, parce que vous devez le faire demain matin. Et en fait, c'est un peu mieux que ça. Alors run, c'est un mot-clé qui dit exécuter un certain comportement. Ça veut dire courir doucement. Alors courir doucement, puis ça dit arrêter de courir doucement au bout de 100 mètres. Donc je vais donner une limite temporelle en mètres. Au bout de 100 mètres, vous arrêtez de courir. Et puis après, pendant 15 secondes, ça dit arrêtez de faire ça au bout de 15 secondes, donc pendant 15 secondes, à chaque pas, vous sautez et en parallèle, vous soufflez, et vous synchronisez ça à l'intérieur avec les battements de cœur pour que ce soit optimal. Donc vous avez fait 100 mètres en allant doucement, 15 secondes, donc 100 mètres plus 15 secondes, c'est une durée. Et puis à la fin, vous allez à fond la caisse. Bon, mais ça durerait un temps infini, mais vous le bornez en disant « refaites-moi ça à chaque tour ». Donc ça, c'est l'entraîneur qui vous dit de faire ça, lui, il ne le fait pas, évidemment. Et puis ça aussi, ce serait infini. Vous dites, vous vous arrêtez au bout de 4 tours. Et puis après, vous vous dites, vous faites ça tous les matins. Donc vous voyez, ça c'est SRL, ça ne ressemble pas du tout à la programmation classique. Ça ne fait que parler du temps. Il n'y a pas une seule fois écrit x égale x plus 1 là-dedans. Hein. Ça ne fait que parler du temps. Et c'est très dur d'écrire ce programme-là autrement. Bon, après, il faut faire toutes les mathématiques qui donnent du sens à ça, et ça, c'est tout à fait subtil. C'est le cours de cette année, et je vous conseille d'y venir, c'est quand même très joli, je trouve. Et puis, il y a un danger là-dedans, c'est qu'il y a un épisode très fatigant ici. Hein, il faut surveiller le cœur, et donc ici, on va faire un programme qui surveille le cœur, et si jamais il y a un problème, il dit « exit », alors ça veut dire on arrête tout ça instantanément, et on fonce à l'hôpital. Alors, ce qui fait marcher SRL, c'est une idée très simple. Il faut supposer que l'ensemble de l'administration du programme est en temps zéro. C'est-à-dire que point et virgule, ça prend un temps zéro. Parallèle, ça prend un temps zéro. Les seules choses qui prennent du temps, c'est des choses qui sont marquées prendre du temps. Du genre, chaque matin, ça prend, ça se fait tous les matins. Donc, on fait comme dans les circuits, on dit, supposons un monde idéal dans lequel les microprocesseurs sont infiniment rapides, et la vie devient super plus simple. Alors, quand on a dit cette hypothèse, en 1982, on s'est fait jeter de partout, il faut être clair. Hein. Mais maintenant, tout le monde a compris que c'était la bonne.
Alors après, il faut donner de la vie à ça, et on va faire comme pour les circuits. On va faire comme pour les circuits, mais pas avec la même méthode, mais un peu la même, c'est qu'on va fabriquer des programmes très malins qui vont faire un cycle, lire les entrées, calculer la réaction, générer les sorties, comme dans les circuits, mais de façon pas électronique, de façon complètement différente. On peut aussi fabriquer directement des circuits électroniques. Et puis, c'est exactement la même chose, le même schéma qu'avant, sauf qu'ici, il faut calculer le temps de calcul le pire d'un programme C sur un microprocesseur. Ça, c'est horrible. Je ne vous le raconterai pas. Si, il y aura un séminaire dessus. Et c'est ça qu'a donné Scade, donc le langage avec lequel volent tous les avions qu'on fabrique actuellement, quasiment, je pense. Et vous voyez, c'est des automates, etc. Et dans la fois prochaine, mardi prochain, je vais vous montrer pourquoi énormément de gens ont fait des langages qui ont la même tête, mais qui sont des non-sens, qui ne marchent absolument pas. Parce qu'ils n'ont pas voulu prendre l'hypothèse brutale du temps zéro, et que si on ne la prend pas, on est immédiatement dans les ennuis. C'est le prochain cours. Alors en musique, on a un peu la même chose. Au fond, on a un temps multiforme irrégulier, une partition. Vous voyez, les partitions du XVIIe siècle ou du XVIe siècle, il n'y avait pas de barre de mesure, il n'y avait rien. Ronde, noire, on ne sait pas trop ce que ça veut dire quand on essaie d'interpréter ça. Quand on prend Gustave Mahler, c'est beaucoup plus précis, mais ce n'est pas très précis. On a toujours a tempo, on a des tas d'annotations qui ne sont pas à 100% claires. Donc si on fait une musique pour ordinateur, il va falloir parler clairement à l'ordinateur, et c'est ce qu'on va faire. Mais voici un exemple de temps multiforme merveilleux, c'est la symphonie d'instruments à vent d'Igor Stravinsky. Je dois ça à une conférence de Clément Lebrun qui était superbe. Ça, c'est l'audiogramme de cette symphonie décomposée suivant 3 unités de temps qui sont 64, 87 et 128. Et vous voyez qu'il y a des thèmes qui se superposent. Donc il y a 3 rythmes différents d'horloge. Et puis il y a des temps multiformes. On fait un bout du rouge, un bout du jaune, un bout du vert avec une logique qui correspond à l'écriture musicale. Et le retour des thèmes, le retour des fragments, c'est une espèce de temps à l'intérieur du temps dans la musique. Et c'est ça qu'on étudie, nous. Alors, bon, c'est très bien, on a nos langages, je vous ai montré un peu ce que c'était, on parle du temps, mais ce n'est pas tout de parler du temps. Écrire un langage de programmation, c'est facile, écrire un langage de programmation qui marche, c'est très dur. La seule solution, c'est d'avoir un modèle mathématique totalement carré. C'est ce qu'on a fait pour STRL en revenant à des problèmes du 19e siècle, des débuts du 20e. Donc on sait faire des modèles mathématiques avec beaucoup de travaux combinant beaucoup de choses, donc l'étape de la loi, et ensuite on sait faire des représentations intermédiaires, des compilateurs qui vont nous fabriquer du C. Quand vous volez dans un Airbus, c'est comme ça que c'est fait, le C il est construit à travers cette technique, ou bien des circuits, j'ai fabriqué beaucoup de circuits comme ça, et même mieux de la preuve de programme, qui sera un des grands sujets du cours dans les années à venir, prouver des choses sur les programmes, j'en ai déjà parlé ici, prouver que l'ascenseur ne voyage pas à la porte ouverte, etc. Alors maintenant, on sait faire mieux que ça, grâce à Coq, et Coq est un d'une longue lignée de ce qu'on appelle les assistants de preuve. Ce sont des outils de vérification de théorèmes qui peuvent servir aux mathématiques en informatique. J'en ai parlé dans ma leçon inaugurale précédente en montrant comment Georges Gontier avait montré et Benjamin Werner avait montré le théorème des 4 couleurs de façon totalement rigoureuse avec Coq. Et là, l'équipe de Georges Gontier et de l'INRIA et de tous les chercheurs a montré, je crois que c'est l'année dernière, le théorème de Feit-Thomson, qui est un monstre des mathématiques sur la classification des groupes d'ordre impair, un théorème dont la preuve condensée fait 250 pages. Donc ces choses sont devenues éminemment sérieuses. Bon, c'est un exploit extraordinaire, mais c'est plus qu'un exploit parce que ça nous dit qu'on va pouvoir faire ça sur des avions, sur bien d'autres choses. Et donc, une des choses que je voudrais développer dans ce cours, pas l'année prochaine, parce qu'il y a du boulot, c'est de tout prouver, tout ce que je vous ai raconté. Que ce ne soit plus du français ou de l'anglais, mais du Coq, entièrement prouvé mathématiquement. J'aurais besoin d'aide, appel aux stagiaires, aux thésards, il y a du boulot. Mais je sais qu'on sait faire ça. Et par exemple, il y a Xavier Leroy, à l'INRIA, a prouvé un compilateur C mathématiquement. Le code engendré par le compilateur C est juste. Il faut savoir que les compilateurs C du commerce, quand on leur donne des programmes générés au hasard, il n'y en a pas un qui a résisté jusqu'à maintenant. Donc c'est un sujet sérieux. Ils sont très bons quand même. C'est un sujet sérieux. Donc passer de ce que je vous raconte à le dire vrai avec l'humour d'un ordinateur. Ce n'est pas le même combat. Alors je voudrais terminer sur 2 points. La liaison entre le temps réel et le temps discret. Voilà un des problèmes que j'ai préférés dans tout ce que j'ai fait. C'est l'étude des circuits cycliques. Alors les circuits cycliques, tous les circuits que je vous ai montrés, il n'y avait pas de cycle qui ne passait pas par des mémoires. Mais c'est très intéressant de faire passer des cycles qui ne passent pas par des mémoires parce qu'on peut montrer que dans certains cas, on peut faire des circuits exponentiellement plus petits pour la même fonction. Et puis, ils ont des tas d'autres intérêts. Quand on traduit STRL en circuit, on tombe naturellement, nos amis de Dassault en parleront,
d'ailleurs, et dans les séminaires, il tombait naturellement sur des cycles. Il nous disait, pourquoi vous ne savez pas faire ça? Je suis sûr que vous... Et en fait, on est tombé sur la clé de ce problème, c'est le circuit que j'appelle Hamlet, dont l'équation, qui a l'air d'avoir occupé Shakespeare assez longtemps, est to be égale to be or not to be. Donc la question, c'est que vaut to be? Alors, un logicien classique dit, to be est vrai, parce que x ou non x est vrai. Le seul problème, c'est que les électrons ne sont pas au courant, si je puis dire. Qu'est-ce qui se passe avec les électrons? Eh bien, ça dépend des délais des portes et des fils. Pour certains délais, ça tombe sur 1, ça ne peut jamais tomber sur 0. Soit ça tombe sur 1, soit ça oscille. Soit ça fait un circuit analogique qui n'est pas du tout digital. Et donc, il y avait un résultat qu'on cherchait, c'est est-ce qu'on sait caractériser les circuits pour lesquels ça n'oscille jamais pour certains délais. Ça veut dire que ça calcule toujours bien pour tous les délais. Et là, il y a un théorème qu'on étudiera en cours l'année prochaine, qui est un théorème qu'on a écrit d'abord en 2001, puis vraiment prouvé en 2012. Enfin, il a été prouvé en plusieurs fois, mais la vraie jolie preuve est en 2012. C'est que ce qu'il dit, c'est que la logique de l'électricité, c'est la logique sans tiers exclus, c'est la logique constructive. Donc, on n'a pas droit. La logique sans tiers exclus, ça veut dire qu'on ne peut faire que progresser de fait en fait. On n'a jamais le droit de faire des hypothèses sur une variable. Et le théorème dit que ça modélise exactement ce qui se passe dans la physique. Et ça, c'est compliqué, parce que ce qui se passe dans la physique, c'est des quantifications sur des nombres réels, alors que là, on est en train de parler de booléens. Donc, ce n'est pas étonnant que ce soit difficile. Et c'est fait avec des logiques temporelles constructives très habiles qui mélangent le temps réel et le temps discret. Donc, on racontera ça. Je ne vais pas le raconter, mais c'est pour dire que, vous voyez, même une équation comme to be égale to be or not to be, qui a l'air assez triviale, ça fait vraiment travailler beaucoup. Et puis, pour terminer, un travail qui se fait en ce moment à l'École normale supérieure, à l'INRIA, et qui intéresse énormément de gens, c'est à propos des grandes simulations. Les méthodes des grandes simulations sont très mal à l'aise quand il s'agit de mélanger du continu et du discret. Alors voici ici un système de boules. Donc on va lancer cette boule sur l'autre. Donc vous voyez ce qui va se passer. Pof, 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 pof. Voilà les équations. Équation différentielle très compliquée, la dérivée est constante. Donc ça va bouger à vitesse constante, ça va taper dans celle-là. Et ce qu'on écrit dans ces systèmes dits modeleurs numériques, c'est qu'à chaque fois que x1 devient plus grand que x2, on va essentiellement échanger les vitesses. Et ça va faire ceci. Bon, vous mettez ça dans votre modeleur, c'est très bien. Mais là, vous allez embêter le modeleur en collant la boule contre le mur, la deuxième. Il se passe des choses bizarres dans la mécanique newtonienne. La mécanique newtonienne réalise plein de choses en temps zéro. C'est-à-dire que la première boule va taper dans la deuxième, instantanément et sans bouger. La deuxième tape dans le mur. Instantanément et sans bouger, elle fait demi-tour. Instantanément et sans bouger, elle renvoie la première dans l'autre sens. C'est ce que dit la mécanique newtonienne. D'ailleurs, si vous jouez au billard, c'est ce que fait votre billard. D'accord. Alors, si vous mettez ça dans les modeleurs actuels, là, il y a tout un tas de réglages que personne ne comprend. Et ce que vous obtenez assez typiquement, c'est ça. Et donc, vous comprenez bien que si on veut modéliser des vrais phénomènes de la physique, si un machin aussi simple que ça ne marche pas, on va avoir des ennuis. Alors, est-ce qu'on peut se sortir de ça? La réponse est oui. Il faut combiner tout ce qui a été fait comme recherche sur les modeleurs, l'intégration, parce que c'est compliqué l'intégration, hein, attention. Hein. C'est du flottant, il n'y a pas de nombre réel dans les machines, sinon la vie serait plus simple, mais c'est très difficile. C'est difficile comme problème. Mais par exemple, une jolie solution proposée par Marc Pouzel, Albert Benveniste et d'autres, qui sera étudiée l'année prochaine, c'est de dire qu'une manière de ramener le temps zéro des stérelles ou le temps zéro des circuits, c'est d'utiliser l'analyse non standard dans laquelle, vous savez, quand vous coupez un epsilon sur 17, etc., dans l'analyse non standard, les epsilons sont infinitésimaux, ils sont plus petits que tous les réels. Et cette analyse non standard, qui est quelquefois une curiosité mathématique, est ici assez rigolote, parce que dès que vous avez le choc, vous passez en non standard, ça veut dire que vous calculez sur des epsilons infiniment petits sans que la boule bouge. Et dans ce cas-là, vous pouvez chaîner tous vos chocs et vous obtenez cette suite de chocs en temps zéro, c'est-à-dire sans faire progresser des pas d'intégration, et vous obtenez le comportement que vous souhaitez. Et donc là, il y a beaucoup de boulot pour que ça marche vraiment, mais vous comprenez bien que s'il faut connaître des astuces et des coups de tournevis par-ci par-là pour faire des vrais simulateurs de vraies machines compliquées, ça ne marchera pas, ou alors ça peut être pire que ça peut fabriquer les armées de spécialistes qui savent ce que les autres ne savent pas, parce que le réglage comme ci, le réglage comme ça, les gens adorent faire ces boulots-là, mais ce n'est pas le but de la science.
Voilà, donc je ne vais pas vous donner de conclusion, parce qu'on ne donne pas de conclusion à une leçon inaugurale par construction, à mon avis, mais étant exactement dans les temps, ayant tenu 1 heure pile, je voudrais terminer par simplement la pendule de M. Cyclopède, pour ceux qui ont connu Pierre Desproges, et rappeler une magnifique phrase que nous a rappelée Philippe Taquet lors de son discours d'intronisation comme président de l'Académie des sciences, et dont je voudrais qu'il soit vraiment la devise de ce cours, c'est « Tout chercheur plongé dans la science subit une poussée de bas en haut susceptible de lui remonter le moral ». Merci.